Mohamed Ali, il dit qu'il est le plus grand, qu'il est le plus beau. Et il va vers les journalistes. Il dit qui est le roi. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Mon invité s'appelle Judith Pérignon. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivaine et essayiste et vous publiez L'Insoumis aux éditions Grasset, sous-titré L'Amérique de Mohamed Ali. Alors c'est la suite, ou la version papier d'un documentaire que vous avez déjà consacré à la radio. Oui, c'était une série documentaire qui a été diffusée sur France Culture à l'été 2018, une grande traversée Mohamed Ali. Et la chance que j'ai de faire cette émission, c'est que c'est 5 fois 2 heures, donc c'est 10 heures d'émission. Donc on a le temps de raconter, de développer, de chercher à comprendre encore cette histoire. Et je suis partie effectivement aux États-Unis chercher des gens, faire des interviews. Donc j'ai eu de la chance de faire ça. Ça existe encore à la radio, hein. Ça existe, cette forme de reportage sur la durée. Ouais. C'est ça que la radio est en train de défendre d'ailleurs. La radio en grève est en train de défendre ça, justement. Nous aussi, on a le même combat. Hein. Et pour ceux qui écoutent, on peut, et grâce au podcast, puisque c'est la mode, les podcasts, on peut réécouter cette traversée des États-Unis à la rencontre de ceux qui ont connu, les derniers d'ailleurs, Mohamed Ali, que vous avez rencontré. Alors l'histoire débute le 25 février 1964 à Miami. Kennedy vient d'être assassiné et Cassius Clay, puisqu'il s'appelle encore Cassius Clay à l'époque, s'apprête à combattre. Il est déjà champion d'ailleurs à l'époque, hein, il est champion olympique. Il a un titre olympique de semi-lourd qu'il a eu à Rome en 1960. Mais c'est tout. Et pourtant il est déjà connu parce qu'il est déjà dans les médias, il a fait la une du magazine Time, il a déjà sorti un disque où il dit « Je suis le plus grand ». Donc il a une espèce de toute façon, il avait à jurer à ses copains quand il avait 8-9 ans qu'il serait champion du monde. Il n'y a que lui qui y croit à ce moment-là. Personne n'y croit. Les journaux n'envoient que leurs stagiaires. Il va combattre Sonny Liston qui est si fort, c'est vraiment un punch et une force incroyable, Liston. Donc tout le monde pense que Sonny Liston va effacer Cassius Clay en 1 ou 2 rounds, quoi. Voilà. Alors, donc vous rencontrez un des journalistes qui couvre ce combat à l'époque. Lui, c'est un des rares, puisqu'à l'époque, effectivement, Mohamed Ali n'était pas donné comme gagnant. C'était un des rares à s'être intéressé à Ali, à l'avoir observé quelques jours auparavant. Oui, c'est ça. Lui, on l'envoie, il est stagiaire, parce qu'on ne va pas déplacer le rubricard pour un match sans intérêt. Et il est aussi jeune. Et ce qui se joue dans cette époque, c'est la jeunesse, c'est l'émergence de la jeunesse. Et lui, il est blanc, il est new-yorkais, donc plutôt un privilégié de la société américaine, un télo. Et toute cette jeune génération de journalistes, ils vont sentir les journalistes sur place. Les vieux de la vieille, ils vont soutenir Liston, le vieux système. Et les jeunes, ils s'amusent de ce jeune Cassius Clay qui casse les codes, qui est bavard comme aucun boxeur. Il a le droit de rire, de faire le pitre, il dit n'importe quoi. Très peu de noirs osent dire n'importe quoi. Et c'est ça le charme de Cassius Clay qui va devenir Mohamed Ali. C'est l'inventeur de la punchline. De la punchline. Comme on dirait aujourd'hui. Ouais. Il a à côté de lui quelqu'un qui s'appelle Boundini, qui est une espèce de chaman, de poète, un type qui aime son copain, qui écrit pour lui ses punchlines. C'est là qu'il va sortir Vol comme le papillon et Pique comme l'abeille. Tout ça qui est peut-être la plus connue, mais il avait l'habitude de balancer des punchlines à ses adversaires pour les déstabiliser. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il les déstabilise. Dans ses punchlines, il les insulte. Joe Frazier, par exemple, qui a été... Alors lui, il a pris cher. Hein. Ils ont tous quand même pris très cher. Alors après, il dit, mais non, c'est-à-dire qu'il prend l'ascendant psychologique. Il veut les mettre en colère. Et on ne doit pas être en colère quand on est un bon sportif, un bon boxeur, parce qu'on doit être tactique, concentré. Mais la colère vous déconcentre. Donc Ali, 1 semaine, 15 jours avant le match, quels que soient les matchs, il a fait ça tout le temps, il les insulte, il les déstabilise, il essaie de prendre l'ascendant psychologique. Et il fait ça alors qu'il a encore aucun titre important. Alors on est à Miami, voilà, les gens arrivent. Alors, votre livre débute sur une anecdote, ça démarre avec une anecdote avec les Beatles. Je suis allé voir les images sur YouTube, parce que vous dites que les images sont sur YouTube, donc on les voit. À un moment donné, c'est John Lennon qui prend dans ses bras, et personne ne les connaît, les Beatles, à l'époque, en fait. Non, ils sont en train d'arriver, on appelle ça l'invasion britannique aux États-Unis, quand les Beatles arrivent en 64. Mais là, ils viennent faire d'abord une photo, ils sont connus dans le monde de la musique, Bob Dylan les attend à l'aéroport, mais dans ce monde du sport, on est à Miami, personne ne les connaît. Donc ils sont là parce que leur agent veut une photo avec Sonny Liston, qui est le champion, et tout le monde pense qu'il va le rester. Et Sonny Liston les envoie promener en disant « Mais c'est qui cette tapette j'en veux pas ». Donc ils se rabattent sur ce Mohamed Ali. Et il se trouve qu'ils attendent, parce que Mohamed Ali, Cassius Clay encore, qui a autre chose à faire, on les enferme dans un vestiaire avec ce jeune stagiaire, Robert Lipside, que j'ai rencontré. Et à un moment,
Cassius Clay, bientôt Ali, ouvre la porte et là il va faire un grand numéro effectivement des séances photos. Il leur dit allez les Beatles, on va faire du fric. Et Robert Lipsyte dit très justement c'est le début des 60s. Ali, les Beatles, la pop culture. Ouais, alors qu'on est en 64. Hein. On est en 64, mais là c'est le marqueur. Malcolm X, c'est pas dans les vestiaires avec eux ? Plus tard. Ah, il sera là, il sera dans les vestiaires parce qu'on apprend et vous nous apprenez qu'avant ce match, ils prient tous les deux, hein, voilà, Mohamed Ali et Malcolm X avant le match. Malcolm X est dans les parages aussi, mais lui il est vraiment là, c'est un prêcheur de Nation of Islam, donc il s'amuse pas avec les Beatles, mais il est dans les parages. Et effectivement, avant que Ali monte sur le ring, ils feront une prière ensemble. Alors vous regardez de nouveau ce match avec le jeune stagiaire pour le New York Times, hein, qui va suivre qui lui est là le D-Day ce jour-là. C'était impressionnant de revoir ce match avec ce journaliste, 50 ans après 50 ans, 54 ans après. Hein. Voilà, en tout cas, revoir un match avec un monsieur de 80 ans qui en avait 24, 26, je sais plus, en 64, et qui était, mais complètement, j'ai vu dans ses yeux, il écoutait plus mes questions, il a rebasculé. Et moi, ce que j'ai constaté avec tous les gens qui ont côtoyé Ali, et on a vu des gens très divers, on en parlera, ils sont tous habités par la joie de l'avoir connu, d'avoir traversé cette épopée, cette histoire. Et il a commencé, donc on l'enregistrait, on faisait de la radio, et il commence à s'échauffer. Tout le monde sait l'issue de ce match, et lui le premier. Et il s'échauffait comme s'il était au bord du ring, et comme s'il était encore comme un fan de sport. C'était beau. Ouais. Alors Malcolm X, lui, est dans la salle, fauteuil numéro 7. Moi, j'ai appris que c'était son chiffre préféré, le 7. C'est son chiffre porte-bonheur. Donc, il a prié pour que Cassius Clay gagne. Il est assis sur le fauteuil numéro 7. À côté de lui, il y a Sam Cooke, quand même grande figure de la soul américaine, ami d'Ali. Ils ont chanté ensemble. Donc là, on est dans le Black is Beautiful, quoi. On est dans un grand moment qui va fournir aux Noirs américains des vraies figures romanesques d'espoir et de fierté. Alors Malcolm X, c'est pas du tout un fan de boxe, hein. Ah non, il connaît rien. C'est pas son truc, la boxe. Non, d'ailleurs, Nation of Islam n'aime pas le sport, le showbiz, n'aime pas tout ça. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés quelques années avant la première fois à Détroit, à un rendez-vous de Nation of Islam. Cassius Clay est venu vers lui en disant « Bonjour, je suis Cassius Clay ». Et Malcolm X a fait semblant de le connaître, mais il n'avait jamais entendu parler de ce type. Donc effectivement, il est là pour autre chose. Il a senti que ce Cassius Clay peut devenir autre chose qu'un sportif. Mais c'est pas la boxe qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut faire d'une victoire. Alors c'est quand même Cassius Clay qui l'a invité, lui et sa famille, à venir assister au match. Oui, c'est lui qui l'a invité. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Malcolm X, il est déjà en train de se marginaliser de Nation of Islam, qui est un mouvement très peu connu ici. Donc il y a son grand gourou, qui est Elijah Muhammad, son prêcheur, qui est Malcolm X. Et Malcolm X est en train de devenir très important, très connu, il fait de l'ombre à son mentor. Il est en train de s'émanciper aussi idéologiquement, à sortir un peu de... Je ne sais pas si c'est le moment d'expliquer ce que raconte Nation of Islam à ce moment-là, hein, cette dichotomie. On en parlera tout à l'heure, puisque vous avez rencontré son petit-fils, hein, le petit-fils du fondateur de Nation of Islam. Mais en tout cas, Malcolm X est en train de se marginaliser. Il se sent de moins en moins en sécurité, et il vient à Miami avec sa famille pour s'afficher avec Cassius Clay. Alors, il fait des allers-retours d'ailleurs entre New York et Miami, hein, Malcolm X. On apprend que finalement, il est obligé de retourner à New York. Et dans le voyage qui l'amène de New York à Miami, il y avait un siège qui était vide à côté de lui. Et justement, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va s'asseoir à côté de Malcolm X. Oui, parce qu'il y a une autre personne, et là plus âgée, et un grand réalisateur, c'est William Klein, qui est un réalisateur, un photographe très très en vogue, qui lui commence un film sur Mohamed Ali, qui deviendra The Greatest, un très beau documentaire qu'il articule entre 64 et 74 Kinshasa. Et lui, il fait des va-et-vient, il le filme en s'entraînant, puis il retourne à New York. Malcolm X aussi fait des va-et-vient, parce que le FBI surveille tout ça. Les managers sont inquiets. Malcolm X, c'est la figure de la radicalité, de Nation of Islam. Là, c'est le sport. Les managers se disent qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Les parents d'Ali sont pas contents, ils sont chrétiens. Qu'est-ce que c'est que ce musulman noir à côté d'eux? Donc, on menace d'annuler le match. Et donc, les managers disent à Malcolm X, vous partez. Vous nuisez à l'événement. Il dit, ok, je pars, mais je reviendrai le jour du match. Et c'est comme ça qu'il revient donc ils sont dans le même avion, avec William Klein qui était assis à côté de lui. Ça c'est pour l'ambiance, mais finalement quand arrive le match, on le sait pas, on le sait rien, ça c'est l'histoire qui permet c'est les coulisses.
Ouais, c'est les coulisses qui permettent de raconter cette histoire. Alors, au 5e round, Mohamed Ali a les yeux qui le brûlent. Des années plus tard, on aurait pu avoir d'autres explications, justement, qui pourraient expliquer pourquoi il avait les yeux qui lui brûlaient. Ça reste une interrogation sur ce fameux match, quand même. Il y en a plusieurs sur ce match et sur les suivants, mais là, effectivement, les yeux qui brûlent. Donc, l'hypothèse, c'est qu'on aurait mis sur les gants de Liston une espèce de... À un moment, d'abord, on l'a beaucoup soigné, Liston, il commence à avoir le visage entaillé, et on aurait mis sur ses yeux, sur ses gants, un produit qui effectivement va aveugler Cassius Clay. Donc Cassius Clay s'assoit, il dit, je vois plus rien, j'arrête tout. Et là, son manager lui dit, son entraîneur lui dit, non, tu continues, tu y vas. Et c'est vrai que c'est un tournant d'histoire. S'il arrêtait le match à ce moment-là, on serait pas en train de parler de lui aujourd'hui. En tout cas, il y a une question. Parce que c'est le match où il devient champion du monde. Il va devenir champion du monde. Voilà. Et il y va. Et le round d'après, il est complètement... il danse comme il sait si bien faire, il esquive, mais il voit pas grand-chose. Et doucement, la vue lui revient, et c'est là qu'il va renverser la vapeur. Mais effectivement, il y a un moment de flottement. Et puis la fin redevient, puisque la victoire, quand il va avoir la victoire... 7e round. Ouais. Sonny Liston reste à terre. Et là, de nouveau polémique. Est-ce qu'il était blessé avant ? Est-ce qu'il était en état de combattre ? Est-ce qu'il n'a pas Est-ce que la mafia qui soutenait Sonny Liston n'a pas misé sur Ali pour faire de l'argent et donc en demandant à son champion de se coucher ? Toutes ces questions, les fans de boxe se les posent encore. Moi, je les ai suggérées parce qu'elles sont importantes. Mais moi, je me dis que, voilà, qu'importe la vraie version, l'histoire avait besoin que Cassius Clay gagne, et c'était un très grand boxeur dont le style étonnait tout le monde, et donc la victoire, elle était réelle. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du match ? Comment est-ce qu'il manifeste sa joie ? Il dit qu'il est le plus grand, qu'il est le plus beau, et il va vers les journalistes. Il dit qui est le roi ? Qui est le roi ? Alors que tous ces journalistes n'ont pas fini d'écrire que ce petit champion qui fait des poèmes, il va pas tenir 2 rounds, le voilà champion du monde. Et donc il va vers ceux qui l'ont dénigré, et donc il ouvre même sa bouche silencieusement. J'ai l'impression d'un rugissement silencieux. Les images sont d'une force, et on sent que là il parle à l'histoire, il parle à son peuple, et que c'est une espèce de cri qui vient de loin, qui n'est pas Cassius Clay. Il est toute une histoire, il est toute une histoire, et tout un long silence, une longue souffrance qui va s'exprimer à travers lui. Et après, on apprend dans votre livre qu'il part dans le motel de Malcolm X, qu'il passe la soirée avec lui, il mange une glace, il boit du lait. Et il s'endort. Il est fatigué. Ouais. Il est fatigué, et c'est pas une grosse fête. Il est fatigué, et surtout, il prépare le lendemain. Ah oui. Lendemain, conférence de presse. Et c'est là qu'il va annoncer qu'il est membre de Nation of Islam. Et là, c'est le choc. Parce que ça veut dire que le champion du monde de boxe, qui est un titre important, c'est-à-dire on a une grosse audience quand on est ça, on incarne quelque chose aux États-Unis quand on est champion du monde poids lourd. Tout à coup, il appartient à un mouvement radical qui demande quoi ? La séparation des Noirs et des Blancs, un État pour les Noirs américains. Donc là, c'est le choc. Judith Pérignon qui est avec nous aujourd'hui, qui publie L'Insoumis, l'Amérique de Mohamed Ali aux éditions Grasset. C'est sur papier le condensé de cette série documentaire radiophonique que vous avez faite sur Mohamed Ali. Vous êtes parti de l'autre côté de l'Atlantique pour aller rencontrer ceux qui l'avaient connu, les derniers, c'est qui peut-être allaient disparaître d'ailleurs, et non pas les spécialistes. Pourquoi ? Les vrais gens, vous aviez envie ? Ah ouais, j'avais envie... Ce que j'aime chez les gens que j'ai rencontrés, qui sont qui ont été des amis d'Ali, ses voisins d'enfance, ses compagnons de Nation of Islam, ce vieux journaliste qui était alors stagiaire. J'ai vu quelques spécialistes, mais ceux qui ont été proches, c'est la parole de ceux qui ont été proches, qui ne sont pas des spécialistes, des gens qui ont écrit dessus. Ils ont une façon de raconter les choses qui est très vivante, qui est toujours très émue, très joyeuse, et qui décante encore dans leur tête. Et surtout, c'est des voix, effectivement, c'est des gens d'un certain âge, et tous ces vieux messieurs noirs, combattants des droits civiques, qui ont cherché toutes les voies, des plus radicales aux plus modérées. C'est bien de les entendre, parce que ces gens-là, c'est des témoins directs d'un grand moment de l'histoire des Noirs américains, et ils ne seront bientôt plus là. L'un d'eux, qui est important dans ce livre, est mort effectivement l'été dernier, et il y a quelque chose dans leur voix qui est irremplaçable, que les spécialistes ne remplaceront pas.
Donc on est le 25 février 1964, ça c'est là où ça commence, hein. À Miami, même pas à la veille, à quelques heures d'un combat de boxe qui va faire que Ali va être champion du monde. Un an après, Malcolm X meurt, puisqu'il meurt en février 65, assassiné. Alors on apprend les relations qu'il y a eu, les vraies relations qu'il y avait entre Ali et Malcolm X dans votre livre. Et finalement, Malcolm X a écrit des mémoires inachevées. Qu'est-ce qu'il disait de Mohamed Ali dans ses mémoires inachevées ? Il raconte leur rencontre, il raconte ce soir, comme ça, il tisse tous les moments où ils se sont rencontrés. La rencontre, le soir, la prière avant le combat de 64, c'est ensemble qu'ils le fêtent. Tous ces moments importants où, notamment, Malcolm X essaie de fabriquer, il a vraiment un lien, une espèce d'admiration pour ce jeune type complètement fou, instinctif, ils sont très complémentaires. Malcolm X, il lit beaucoup, c'est l'intellectuel, le prêcheur qui s'est construit en prison. Malcolm X est un ancien gangster de la rue qui rencontre Nation of Islam en prison, qui se construit et qui devient un prêcheur. Il veut construire un mouvement très radical qui n'est pas très proche de Martin Luther King à l'époque qui marche. Pour lui, Martin Luther King, qui veut la réconciliation des Noirs et des Blancs, est trop modéré. Et avec Ali, qui a quitté l'école très tôt, qui sait parler devant tout le monde, dans les shows télé, sur les rings, il se dit, là, tous les deux, on peut faire quelque chose. Ça va être mon agent de communication, finalement. Oui, mon ami, mon petit frère, mon agent de communication, cette chatte que moi j'ai pas. Il est sérieux, Malcolm X. C'est un prêcheur et les foules l'écoutent, mais à tous les deux, ils pourraient faire un très bel assemblage. Mais l'histoire l'a pas voulu comme ça. Ouais, mais d'ailleurs, quelques mois avant le match, Malcolm X a emmené Mohamed Ali à une réunion de Nation of Islam. Oui, ils font des réunions ensemble. Mais en même temps, voilà, il est en train de sortir du mouvement de Nation of Islam au moment où Ali y rentre. Et Ali, il n'est pas que lié à Malcolm X, il est lié à Elijah Muhammad. Donc qui est le fondateur. Qui est le fondateur, enfin le descendant du fondateur. Et c'est d'ailleurs Elijah Muhammad qui, au mois de mars, va baptiser Cassius Clay Mohamed Ali. C'est pas un choix d'Ali, c'est un choix du mouvement. On ne porte pas le nom d'esclaves, de nos aïeux qui étaient. C'est ce qu'il dit. Il dit ce nom de Cassius Clay, c'est un nom d'esclave. Ouais. Et donc je te baptise Mohamed Ali. Ce qui est très important, qui est dans toutes les connexions. Alors c'est un islam qui n'est pas l'islam traditionnel. Hein. Ils ont inventé une toute autre théologie, mais quand même ça sonne avec des mots forts de l'islam. Et donc il va devenir comme un vrai tuteur auprès d'Ali, qui est un jeune homme un peu fougueux, qui le respecte complètement. Et Malcolm X lui a appris à respecter Elijah Muhammad. On ne désobéit pas à Elijah Muhammad. C'est un mouvement à la fois très fraternel, mais très vertical et très sectaire et très autoritaire. Et c'est important à comprendre pour comprendre ce qui se passe après pour Malcolm X. D'ailleurs, dans ses mémoires inachevées, Malcolm X dit on a pris ensemble avec Ali avant le match, et il y a cette formule, c'est le croissant contre la croix. Ben oui, parce que la croix, c'est la religion chrétienne, c'est la religion des Blancs, c'est la religion des maîtres des plantations, des esclaves. Parce que les Blancs ont imposé aux esclaves, les esclaves, quand ils arrivaient d'Afrique, ils n'étaient pas chrétiens, évidemment. Ils avaient leur propre univers mythologique, mais ils ont été forcés à se christianiser. Et ils se sont christianisés. Hein. Les Noirs américains sont dans leur immense majorité encore aujourd'hui, des chrétiens fervents d'ailleurs. Mais le mouvement Nation of Islam dit on ne peut pas se construire à partir d'une histoire qui n'est pas la nôtre, qui nous a été imposée. Donc on vous en raconte une autre. Dieu, c'est Allah, et Allah a créé l'homme noir. Nous sommes les créatures de Dieu. Il renverse complètement la théorie blanche que, voilà, Jésus, l'homme blanc et le sous-homme noir. C'est vraiment, nous ne sommes rien, on va devenir tout. Donc il y a eu Allah, il a créé l'homme noir, et puis il y a eu une déviance, un certain Yacoub, un espèce de scientifique bizarre qui sur une île grecque va créer l'homme blanc avec des yeux bleus, et qui est une espèce de figure hybride, faible moralement, mais qui va prendre le pouvoir et qui va nous asservir. Et donc même Nation of Islam raconte dans ces années-là qu'il y a un grand vaisseau spatial qui va commandé par des géants noirs qui va venir bombarder les Blancs. Et c'est ça qu'on prêche dans les mosquées de Nation of Islam. C'est bizarre à lire aujourd'hui, mais qu'importe. Et ce journaliste blanc, Robert Lipside, qui dit « Et alors, pourquoi pas l'Immaculée Conception, c'est aussi farfelu ?» Donc,
Et ce que j'aime bien, c'est cette radicalité, ces histoires magiques. Ils en ont besoin pour se construire. Y croient-ils vraiment ? Non. Mais ça leur fournit une espèce de fierté et de vraie histoire à laquelle se raccrocher. Alors d'ailleurs, avant qu'il devienne Mohamed Ali, Cassius Clay reprend le X de Malcolm X pour sa signature. Ouais, ça veut dire « je ne veux plus de mon patronyme d'esclave ». Donc il est Cassius X et puis il va devenir Mohamed Ali, effectivement. Donc le lendemain du match, il y a la conférence de presse. Voilà. Ça commence plutôt calmement d'ailleurs. Oui, très calmement, il fait le champion, content de lui. Donc tout le monde se dit, ça y est, il est champion, il va enfin se calmer, ce jeune homme un peu fougueux. Il y a même la vieille génération qui se dit, bon ben voilà, je vais écrire mon article et s'en va. Et les plus jeunes, comme je disais tout à l'heure, les plus jeunes, ils sentent chez lui quelque chose. Ils disent, mais quand même, c'est quoi vos liens avec les... Est-ce que vous avez la carte en fait ? Est-ce que vous avez la carte des Nation of Islam ? Et avoir la carte, c'est comme être communiste, hein, c'est grave. Et il commence à dire, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec ça ? Ouais, moi je les aime bien ces gars-là. Parce que voilà, ils disent ça, et ça me fait du bien de l'entendre. Et puis finir par dire, oui, j'ai la carte. Et là, là c'est le drame, effectivement. Comment est-ce que la presse américaine à l'époque accueille justement ce nouveau champion et ses déclarations ? Ah, la presse est horrifiée. La presse est horrifiée parce que là, tout à coup, ça devient une figure politique armée de ce titre de champion du monde. Et puis, quand on regarde d'ailleurs les matchs, ce type, il est hué. On a du mal faut re-regarder sur YouTube. Il est hué. Aujourd'hui, c'est la grande figure consensuelle de la boxe. Il est hué des années. Il va être hué pendant des années quand il rentrera sur le ring. La presse va refuser de l'appeler Mohamed Ali, parce que ça devient un nom politique. Oui, et donc c'est ce que dit le vieux journaliste, c'est finalement il a fallu que j'impose ce nouveau nom de Mohamed Ali au New York Times. Mais il n'y arrivait pas. Il leur disait, mais ces acteurs américains, John Wayne et autres qui ne s'appellent pas John Wayne, ça vous pose pas de problème. Mais là, ça vous pose un problème. Donc il mettait Cassius Clay, aussi connu, qui voudrait qu'on l'appelle Mohamed Ali. Mais la presse et les journalistes, y compris la presse européenne, il faut réécouter les archives, elles résistent. Et ils se mettent même à l'appeler Champ, comme ça. On est tranquille, ouais. Ils se font pas engueuler parce que si on l'appelle Cassius Clay, il engueule ce qu'il appelle Cassius Clay. Qui disait Cassius Clay alias Mohamed Ali. Voilà. C'est la formule consacrée. Il devient vraiment une figure de conflit. Alors en France, vous retrouvez une archive avec Léon Zitrone, donc la star des journalistes de l'époque pour plusieurs décennies. Et qu'est-ce que ce bon vieux Léon a compris de Mohamed Ali ? Pas grand-chose. Alors, il a compris que c'était une figure politique, puisqu'il fait un reportage dans Harlem, où il essaye de lister comme ça tous les mouvements qui traversent le combat des Noirs américains, parce qu'il y en a qui prônent le retour en Afrique, il y en a qui prônent différentes choses, et il arrive à Nation of Islam. Et il interviewe effectivement, il interviewe Ali. Mais il comprend pas, on voit bien, il prend tout au premier degré et finalement il finit par dire mais ami blanc méfiez-vous quoi, ami blanc méfiez-vous. Et le ton qu'il a, sa voix s'échauffe, il pouvait être dramatique, Léon. Ouais, il aimait ça, aimait ça. Mais du coup, je pense qu'il voulait faire peur dans les chaumières blanches quand même. Et je pense que ça a marché. Ça a marché. C'est voilà, on voit bien que dans les médias sont complètement homogènes, blancs. On est dans une France qui sort de la décolonisation, donc qui a aussi ça en tête, qui ne comprend rien à ce qui se passe en Afrique, alors que Mohamed Ali va finir par incarner aussi l'Afrique. Et c'est quelque chose, je trouvais ça important de le dire et de le raconter parce qu'on le paye encore aujourd'hui. Et c'est un récit qui ne se fait pas, qui ne passe pas. Donc il y a deux façons de raconter l'histoire qui ne se rencontrent pas. Ce journaliste ce vieux journaliste que vous rencontrez, Robert Lipschitz, il a sa mémoire qui fonctionne. Il regarde le match, mais il va quand même relire ce qu'il a écrit à l'époque, parce que vous savez, parfois la mémoire peut vous faire réécrire l'histoire. Et finalement, qu'est-ce qu'il découvre sur ce qu'il a écrit lui à l'époque ? Il découvre. Parce qu'on peut finalement réécrire l'histoire quelques années après. Lui, en réouvrant ses archives, il a l'impression d'être juste, de bien raconter ce qui se passait à l'époque ou pas ? Je crois, oui. Ouais. Oui, vraiment.
il fait partie de ceux qui ont compris tout de suite. Qui comprennent. Ouais. Qui comprennent. Parce qu'on est dans une Amérique qui va bientôt rentrer dans un vrai clivage générationnel. Le Vietnam va en plus complètement exacerber ça, on en reparlera. Mais donc il est cette jeunesse blanche qui veut sortir du racisme de ses parents. Et on verra que Ali va fasciner les hippies blancs. Et du coup, même quand il rentre, tous ces reportages, il y a un éditeur qui lui dit il faut écrire sur la boxe. Et c'est un écrivain blanc qui va écrire sur un gamin noir. C'est un des livres de jeunesse les plus lus aux États-Unis dans les années 70. Il fait partie de ces gens. On parlait de Zitrone qui est caricatural, et il est cette jeunesse intellectuelle blanche, où il y aura cette jeunesse universitaire blanche, qui va essayer de faire la jonction avec les mouvements noirs américains, et qu'on voit aussi dans le sillage plus de Martin Luther King. Et c'est important. Lui, il ne se trompe pas. Non, il ne se trompe pas. Il y a Malcolm X qui suit cette histoire, et finalement ils se connaissent peu de temps. Il y a un autre personnage qu'on retrouve dans votre livre, c'est Mike Tyson. Et vous dites que finalement, Mohamed Ali, lui, il a eu la chance de vivre dans les années 60. Pourquoi ? Mike Tyson, c'était beaucoup plus compliqué pour lui les années 90 ? Bah oui, c'est des années de désillusion, les années 90, on le sait tous. Je pense que Mohamed Ali, le même, dans les années 90, ne devenait pas Mohamed Ali. D'ailleurs, au début, Cassius Clay, Mohamed Ali, qu'est-ce qu'il veut ? Il adore la gloire, il adore qu'on l'aime. Il veut des maisons, il veut de l'argent. Enfin, son rêve de départ de gamin, c'est ça. C'est ça, c'est juste devenir un de ces types riches, ces noirs riches qui réussissent. C'est déjà une sacrée revanche sur l'histoire. Mais il est dans les années 60, c'est le combat, c'est le face-à-face, c'est les émeutes dans les villes noires, c'est Martin Luther King, c'est Malcolm X, il faut choisir son camp. Et tout en choisissant son camp, il fait le clown dans tous les shows de la télé, et des télés de shows de blancs. Et il adore qu'on l'aime, et il va être toujours tiraillé entre ça. Et on le verra même au moment de la guerre du Vietnam. Il veut pas qu'on le déteste, il veut que tout le monde l'aime, et pourtant ces années-là, il faut choisir son camp. Donc il va à la fois être très radical et il veut être très populaire. Et ça va être un tiraillement permanent. Il y a son rapport avec les femmes. Bon, c'est pas le sujet du livre, mais vous en parlez un petit peu avec une anecdote de caravane qui avait été couverte par des journalistes, mais c'était quand même un playboy, Mohamed Ali. Plus que ça. Bon, et alors il est dans un mouvement... C'est une machine de guerre. Oh, c'est clair. Il est dans un mouvement qui prône l'abstinence sexuelle, vraiment. Vraiment très rigide et très dur là-dessus. Dans une époque qui est au contraire celle de la libération sexuelle. Il est dans le monde du showbiz. Il est, effectivement, il le dit, je suis le plus beau gosse que la terre ait porté, et c'est pas loin d'être vrai. C'était vrai. C'est vrai, oui. Il est magnifique, et il est entouré de femmes et de tout ce que le showbiz peut apporter, et il en profite, effectivement. Non, mais il y a une légende, il en profiter. Il y a la légende Mohamed Ali. Ouais, mais il en profite. Ça pouvait être plus de 10 femmes par jour. C'est effectivement, et il y a cette scène de la caravane où il sort d'un espèce juste d'un combat de promo qui est filmé, on s'amuse, et puis il fait monter les filles dans cette espèce de caravane que Robert Lipsyte commence à voir bouger. Et on lui dit tu n'écris surtout pas ça, tu seras tricard si t'écris ça, il l'écrit. Mais effectivement, il y a tout ce monde-là, et Mohamed Ali. C'était quoi le titre de l'article d'ailleurs ? The King is back Le roi des rois. Le roi des rois. Il sera pas tricard parce que Mohamed Ali, qui veut qu'on l'aime, qui veut que la presse parle de lui, le prend dans ses bras et lui dit t'as tout compris, Robert. Ouais, souvent les entourages veulent des choses que les concernés. Ouais. Vous dites que raconter Ali, c'est buter sur Malcolm. Malcolm, c'est Malcolm X. On n'arrive pas à très bien comprendre pourquoi Malcolm X quitte Nation of Islam. Est-ce qu'il le fait de son plein gré ou est-ce qu'il est poussé vers la sortie ? Il est poussé vers la sortie parce qu'il commence à faire trop d'ombre au grand leader Elijah Muhammad. Parce que je pense que sa tête s'ouvre un peu, il commence à voyager. Et d'ailleurs aussi vers l'islam traditionnel, où il rencontre... Donc Nation of Islam est vraiment construite sur une séparation très importante entre blancs et noirs. Et puis lui, dans ses voyages, il se rend compte qu'il peut rencontrer des blancs qui ont le même regard que lui sur le monde. Qu'il peut prier Allah avec des gens, des blancs. Il va au Moyen-Orient, il va en Europe. Il rencontre aussi les thèses marxistes, aussi à l'extrême gauche. Et donc, il revient, à la fois il gêne le mentor, il gêne la doctrine, et donc il commence à s'émanciper, à se dire peut-être qu'il faut élargir. Et donc, ce mouvement n'aime pas qu'on dévie. Et donc il commence à être menacé. Mais il est aussi menacé quand il est à l'étranger. Donc il y a une coalition un peu contre lui. Et il le sait.
Et il le sait, il se sent en insécurité, il le dit. Et il sait bien que s'il se sent suivi en Égypte, c'est peut-être pas les petits gars de Nation of Islam qui ont les moyens d'aller jusqu'en Égypte, que peut-être la CIA à l'étranger, le FBI sur le territoire américain sont aussi très intéressés par le fait qu'il prend un peu trop de place. Et on tue beaucoup dans cette période quand même. Il y a eu Kennedy, il y aura le frère Kennedy, il y aura Martin Luther King. Et c'est vrai que là, Mohamed Ali, sur ce coup-là, c'est là que c'était intéressant. Quand on écoute ses déclarations à cette époque, il le lâche. Il dit... Alors, il le lâche publiquement, mais est-ce qu'il se fâche? Il l'évite. De façon privée? Oui, il le voit plus. Il le voit plus, il veut plus le voir. D'ailleurs, il y a un très beau moment, c'est dommage qu'il soit pas documenté. C'est le premier voyage en Afrique de Mohamed Ali en 64, après son titre. Un bain de foule incroyable. Il découvre l'Afrique, qui le traite mais comme un dieu, et il n'en revient pas. Et il se croise, c'est au Ghana, on est en plein panafricanisme. Le Ghana, c'est le pays phare du réveil africain. Donc Malcolm X est là, et il vient vers lui, il lui dit « Mon frère Mohamed », et il lui dit « Je ne te parle pas ». Et Malcolm X est brisé par cette dureté de Mohamed Ali, qui ne veut plus lui parler parce qu'il n'est plus dans la ligne du mouvement. Et Mohamed Ali va avoir des phrases très dures, effectivement, sur s'il meurt, il l'aura cherché. Et c'est vrai que c'est une si belle relation, donc quand on lit ça, et on se dit mince alors, mais il faut pas oublier que tous ces gens, dans cette époque, c'était si violent, que les mouvements, ils étaient tous dans une radicalité, une identité, et une espèce de tourbillon qu'on a du mal à relire aujourd'hui. Et Mohamed Ali se repentira de ces phrases, parce que finalement il sait à quel point cette relation l'a construit aussi. Mais il est tué effectivement en animant un des premiers meetings de son mouvement à New York. Et il n'a pas voulu. Il ne voulait pas qu'on fouille les gens à l'entrée. Il ne voulait pas qu'on fouille les gens. Et son service d'ordre est désarmé. Et les tireurs se sont mis au premier rang. Il a salué et ils ont tiré, aussi simplement que ça. Et c'est des gars de Nation of Islam qui viennent du New Jersey, mais qui étaient aussi très infiltrés par le FBI. Donc c'est une coalition d'intérêts, en fait. Voilà, même si tout a été enterré, que jamais le dossier ne sera réouvert. Voilà, Robert Lipschitz, ce vieux journaliste, vous conseille de lire un livre pour bien comprendre la relation entre Mohamed Ali et Malcolm X. C'est quel livre ? Oui, c'est Blood Brother, qui n'a pas été traduit. J'oublie les auteurs, malheureusement. Là, leur nom... Frère de sang, donc il faut le lire en anglais. Voilà, le nom des auteurs me revient pas. En tout cas, Blood Brothers, Google it, ouais. comme on dit. Vous rencontrez Elijah Muhammad, qui porte le même nom que son grand-père d'ailleurs, qui a fondé Nation of Islam. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quels souvenirs il garde d'Ali, de sa première rencontre? Qu'est-ce qu'il vous dit de nouveau? Il nous dit des choses amusantes. Elijah Muhammad, donc son grand-père était le gourou, et son père était le manager, puisque Elijah Muhammad a des fils, et il confie à l'un de ses fils, Herbert, de devenir le manager de Ali. Mais donc, est-ce que c'est vrai qu'il lui conseillait d'arrêter la boxe? Au début, oui. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est contre le showbiz, qui est contre le sport, qui est contre la musique, donc contre tout ce qu'aime Ali. Et pourtant, Ali est dans ce mouvement. Mais le mouvement comprend qu'avec ce champion-là, il peut rayonner bien plus loin, il peut se faire entendre beaucoup plus. Donc Elijah Muhammad va accepter. Ok, je fais un compromis, les boxeurs, il va nous aider. Et d'ailleurs, l'argent d'Ali va aller au mouvement aussi. Donc, par réalisme politique, il tolère cette boxe. Mais plus tard, il voudra, quand il sera suspendu pour refus du Vietnam, il lui dira maintenant t'arrêtes, c'est fini. Et il comprendra que jamais Ali ne peut s'arrêter. Parce que Mohamed Ali refuse d'aller faire son service militaire à l'époque. Il pensait être... il refuse de partir au Vietnam. Ouais, mais il pensait ne pas être pris finalement au service militaire. Il a raté tous les tests. Ouais. C'est-à-dire donc il disait je suis tranquille, je serai réformé. Ouais. Et puis le Vietnam devient un bourbier. Il y a de plus en plus de morts, il faut de plus en plus de bras. Et donc, on va commencer à appeler même ceux qui ont raté les tests, dont Ali. Et Ali veut pas y aller. Mais c'est là que c'est intéressant, parce que Robert Lipschitz est avec lui quand il reçoit le coup de fil. Et il dit, mais moi, je veux pas y aller, je paye des impôts, je donne mon argent, qu'ils envoient d'autres gars. Et c'est là que la presse arrive, et il finit par avoir cette phrase, cette fulgurance. Il dit, mais les Viet Cong m'ont jamais traité de sale nègre. Moi, j'ai rien contre eux. Mon combat, il est ici. Et c'est la phrase la plus célèbre de Malcolm X, c'est ça, c'est les Viet Cong ne m'ont jamais traité de sale nègre. Et donc il va être suspendu pour ça. Il fait appel, il y a toute une commission. Voilà. Ouais. Et pendant 5 ans, il ne boxe plus. Il a plus le droit de boxer sur le territoire américain. Voilà. Mais comme il n'a plus de passeport, il n'a plus le droit d'en sortir non plus.
Et donc, il va faire des tas d'autres choses. Il va faire des conférences dans les universités, notamment où il va rencontrer une jeunesse blanche assez hippie. Il va falloir qu'il s'adapte, parce qu'au début, il est complètement hors sujet. Il est contre la marijuana, contre les couples mixtes. Il est dans son mouvement et tout. Et les hippies l'écoutent, on dit, mais c'est qui ce ringard ? Et en même temps, il est important. Et puis, ça marche. Et puis, il fait même un peu de théâtre, parce qu'il n'a plus rien, il n'a plus de revenus. Et il faudra 5 ans pour qu'il revienne sur le ring. Et là, Elijah Muhammad lui dit non. D'ailleurs, il va s'appeler Cassius Clay, parce qu'on lui retire son nom. Donc c'est des choses, il fallait re-rentrer dans cette histoire qui est compliquée à raconter aujourd'hui, parce que c'est des critères et des... Parce que la mémoire collective a gardé en mémoire le combat du siècle. Ben oui, elle a gardé quelques combats du siècle. Avec Joe Frazier. Il y aura Joe Frazier. Ouais. Elle a gardé le Vietnam, c'est quand même le moment important politique. Mais après, les choses se lissent, et il n'était pas tout seul. Il ne pouvait pas faire ça tout seul. Il y avait un mouvement derrière lui auquel il obéissait. Et il était parfois très marionnette, il n'était pas complètement autonome. Il incarnait l'homme libre, et pourtant il obéissait très sérieusement à Elijah Muhammad. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre, son petit-fils ? Il raconte l'entraînement, il raconte les blagues aussi, parce que faut pas oublier que qu'Ali était quand même très très drôle. Qu'il aimait chanter, qu'il aimait beaucoup faire des blind tests. Ouais, il faisait des blind tests avec une autre des personnes qu'on a rencontrées. Siddiq. Voilà, Mohamed Siddiq. C'était quand même un gosse. Il est resté toute sa vie un enfant, il se met à la boxe très jeune, il ne va faire que ça. Donc il aime s'amuser, il aime la musique, il aime gagner, il aime le showbiz. C'est un jouisseur de la vie. Il y a une légende qui construit la carrière d'Ali et qui peut-être explique le point de départ que vous n'arrivez pas à vérifier. C'est l'histoire de cette petite bicyclette rouge, en fait, qui se fait voler à l'âge de 12 ans. Oui, alors qu'il y a une histoire vraie, c'est-à-dire que voilà, à Noël, il a eu une bicyclette offerte par ses parents, une Schwinn rouge, et il est super content. Et à un moment, il passe, 4e rue de la ville, et il y a un gala de charité avec nourriture gratuite, donc il pose son vélo là avec ses copains, il rentre, et puis il sort de là, plus de vélo. Et donc là, il est furieux, et puis il tombe sur une espèce de policier qui est là, et qui lui dit, moi je vais lui casser la gueule à celui qui m'a volé mon vélo. Et celui-là lui dit, Martin, il s'appelle, je crois, il dit, attends, avant d'aller lui casser la gueule, apprends à te battre. Et ce policier, qui est un policier blanc, il a un club d'entraînement de boxe. Et c'est lui qui va mettre Ali sur le ring. Le début de la légende. C'est le début. Voilà. Et c'est là que ça commence. C'est lui qui l'entraîne et qui lui fait gagner tous les concours locaux et qui l'emmène aux Gants d'Or, aux éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Donc il y a le vol d'un vélo, effectivement. Bon, c'est l'histoire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur une histoire qu'on pensait déjà toute écrite, l'histoire de Mohamed Ali. Vous dites que vous avez commencé comme journaliste politique. Vous avez interviewé combien de gens ? Vous savez combien vous avez fait d'interviews dans votre vie ? Plus de 1000, plus de 2000 ? Je sais pas, j'ai aucune notion des chiffres. Et que finalement, les gens que vous avez rencontrés pour écrire ce livre sont beaucoup plus inspirants que tous ces hommes politiques que vous avez croisés pendant ces années. J'ai dit ça, oui, à un journaliste de l'Équipe. Mais moi, ça me parlait un peu aussi. C'est-à-dire que j'étais journaliste politique à Libé, j'ai fait la page portrait, donc j'ai rencontré, j'ai appris beaucoup de choses, c'est pas, des gens dits puissants. Elle est culte, la page portrait quand même de Libé. J'ai rencontré des gens dits puissants, ou des acteurs connus, ou des choses comme ça, c'était très intéressant, mais j'adore les gens que j'ai rencontrés pour ça, ou quand je vais aux États-Unis, même pour d'autres choses, ces gens qui ont fait l'histoire, qui ne sont pas des gens du star system, qui sont habités, mais ça transpire par toutes leurs pores. J'ai rencontré un des voisins d'en face de la maison d'enfance de Mohamed Ali. Oui. C'est un vieux monsieur sous respirateur. Il m'a montré toutes ses photos. Il a conduit Martin Luther King. Il a grandi. Sauf qu'il avait pas la photo de Martin Luther King et de Mohamed Ali. Non, parce qu'il regrettait. Voilà. Mais en tout cas, ces gens, moi, je suis émue. J'ai l'impression du coup moi aussi de toucher un peu cette grande histoire avec eux, beaucoup plus que quand je rencontre des puissants. Bon, en tout cas l'histoire de Mohamed Ali nous inspire. L'Insoumis, Judith Pérignon, c'est une coédition Grasset et puis France Culture, France Q. Bien sûr, parce que ça vient de la radio. On peut réécouter les podcasts et de ces 10 heures que vous avez consacrées à cette histoire. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans le Book Club. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'avoir été avec nous, Judith Pérignon.